Chapitre 4. Les boiteries de l'estime de soi. L'amour-propre trouve dans le flux et le reflux de ces vagues continuelles une fidèle expression de la succession turbulente de ses pensées et de ses éternels mouvements. La Rochefoucauld. Un jour on s'aime et l'autre non. Il est normal d'avoir des hauts et des bas dans notre rapport à nous-mêmes. Ces oscillations d'estime de soi sont légitimes et utiles. Elles nous informent de la réussite ou non de nos efforts, de notre niveau d'acceptation ou de rejet social. Elles sont précieuses donc, et il est bon d'avoir des doutes sur soi. Dans ce domaine, le pathologique, c'est le systématique. Toujours se voir positivement ou négativement. Ces fluctuations témoignent d'ajustements constants entre nous et ce qui nous arrive, comme notre respiration, nos battements cardiaques, notre morale, avec lequel elle entretient des liens quasiment consanguins, elle est d'une certaine façon notre moi émotionnel, notre auto-estime varie. Elle peut bouger en fonction des nourritures que lui offre notre quotidien, dont deux sont essentielles et contribuent à la majorité des mouvements d'élévation ou d'abaissement de notre estime de soi. Tout d'abord, la reconnaissance sociale, qu'elle soit manifeste, obtenir des signes d'affection ou d'estime, ou indirecte, c'est alors une auto-reconnaissance en référence aux idéaux dont on pense se rapprocher. C'est, de loin, la nourriture la plus importante pour l'estime de soi. Puis, le sentiment d'efficacité personnelle. Il pèse moins lourd et dépend en partie de la reconnaissance sociale. Être efficace et reconnu comme tel est aussi important que l'être tout simplement. Mais il dispose aussi d'une autonomie par rapport à la reconnaissance. Le plaisir de faire pousser ses tomates et de les manger est bon pour l'estime de soi, même si personne ne le voit et ne le sait. Reconnaissance et efficience sont toutes deux nécessaires. La performance sans la reconnaissance conduit à ce sentiment de vide qui accompagne certaines réussites sociales. À quoi bon gagner de l'argent si personne ne m'aime? Et la reconnaissance sans la performance conduit à la frustration. On me dit que je suis bon, mais on n'augmente pas mon salaire. Tout le monde me dit que je suis intelligente, mais alors pourquoi je n'arrive pas à trouver de travail intéressant? La manière dont chacun de nous s'y prend pour nourrir cette estime de soi à ces deux sources joue un rôle fondamental dans notre bien-être personnel. Des différences individuelles existent certes entre haute et basse estime de soi, mais c'est aussi toute la manière dont nous orientons notre existence à la recherche de ces sources d'estime de soi, reconnaissance ou contrôle, qui va compter. Cependant, les réussites que représentent forcément ces nourritures sont aussi subjectives. Nous pouvons saboter des succès ou maquiller des déroutes, nous donner l'illusion de contrôler notre environnement. Action, relation et supposition donc. D'où plusieurs sources d'erreurs et de problèmes. 1. En s'observant, se focaliser sur ce qui ne va pas au lieu d'avoir une vision globale. Le problème des complexes, par exemple, que nous abordons un peu plus loin. 2. En se jugeant, le faire selon des critères de sévérité, d'exigence et de perfectionnisme tellement rigoureux que l'on ne peut qu'être déçu par soi, et ensuite s'en affliger ou s'en vouloir. 3. En se comparant, faire un mauvais usage de ces comparaisons, pour se rassurer ou se dévaloriser, et non pour apprendre en observant autrui. 4. En se focalisant sur le regard et le jugement des autres, se demander en permanence ce que pensent les autres de nous et de nos actions, et surtout ne pas seulement se le demander, et chercher les réponses chez les autres en leur posant la question ou en les observant et en les écoutant vraiment, mais répondre soi-même aux questions. Comment j'étais? Nul.
Cet enfermement sur soi est l'une des caractéristiques les plus robustes et les plus toxiques, bloquant toute évolution, des problèmes d'estime de soi. Certains patients anxieux semblent faire l'inverse et chercher sans arrêt de la réassurance, au point de lasser leur entourage, mais en réalité, s'ils posent bien les questions, ils n'écoutent pas les réponses. C'est pourquoi il arrive que l'estime de soi semble évoluer dans un monde déconnecté du réel. Des personnes se sous-estiment alors qu'elles sont pétries de mérite et de qualité, d'autres se surestiment de façon peu réaliste. C'est pourquoi aussi ces oscillations, au-delà parfois de ce qu'expliqueraient les circonstances de vie, peuvent être violentes, désespoir ou euphorie, inadaptées, déclenchées par des détails sans importance ou des événements imaginaires, ou redoutées, poussant la personne à tout faire pour ne pas les ressentir par les fuites ou le déni. Les symptômes de souffrance de l'estime de soi. Toutes les manifestations de souffrance de l'estime de soi sont normales tant qu'elles restent occasionnelles. Le problème ne se pose que si elles deviennent fréquentes, voire constantes, intenses, disproportionnées par rapport à ce qui les a déclenchées. Elles témoignent alors d'un échec de mécanismes de régulation normaux de l'estime de soi. Voici un premier survol de ces symptômes, nous y reviendrons. Premier symptôme, l'obsession de soi. Comme toutes les fois qu'un souci nous hante et qu'il n'est pas résolu, les questions sur soi et son image, sa recevabilité sociale, peuvent prendre une place obsédante, pesante, excessive à l'esprit de la personne, qu'elle l'avoue ou pas. Nous, ou plutôt notre image, notre moi social, devenons alors un souci pour nous-mêmes. Deuxième symptôme, la tension intérieure. Insécurité dans les situations sociales, avec une impression d'usure mentale liée au sentiment d'une surveillance par le regard des autres et aux interrogations inquiètes sur sa conformité. Troisième symptôme, le sentiment de solitude. Impression d'être une personne différente des autres, plus fragile, moins compétente, plus vulnérable, plus isolée. Une patiente me racontait à ce propos: « Lorsque j'étais déprimé, j'allais regarder mon bébé dormir. Je souffrais pour lui. Je le voyais si fragile, si seul au monde. J'étais aveugle à tout l'amour qui l'entourait. Je me sentais totalement seul, et du coup, je projetais toutes mes peurs sur lui. Dans ces moments, j'ai compris ce que les psys appellent le suicide altruiste. Cette tentation, en se suicidant, d'amener avec soi dans sa mort ses enfants, pour leur éviter de rester seuls et de souffrir dans ce monde si dur. » Quatrième symptôme, le sentiment d'imposture, occasionnel ou fréquent, qui se déclenche au moindre succès, au moindre signe de reconnaissance et enclenche la lancinante question: est-ce que ce qui m'arrive, je le mérite vraiment? Ou cet autre: et maintenant, vais-je être à la hauteur de ce succès? Cinquième symptôme, les comportements inadéquats par rapport à nos intérêts, devenir désagréables lorsque l'on se sent jugé, ou nos valeurs, essayer d'impressionner, de rabaisser autrui, alors que cela ne correspond pas à nos valeurs personnelles. Se voir faire ce qu'il ne faudrait pas faire, mais le faire. Accomplir des choses qui nous horrifient, nous attristent ou nous exaspèrent. Dire des vacheries, mais dire je ne peux pas m'en empêcher, c'est plus fort que moi. Depuis le temps, j'ai bien compris que ce n'était pas bon signe chez moi, que plus j'allais mal, plus je dégommais autrui. Mais ça démarre tout seul, sauf si j'y fais spécialement attention. Parfois, se laisser aller à ces mauvais penchants peut offrir une délectation morose et paradoxale, comme une habitude de défaite de soi presque sécurisante car familière, cela fait tant d'années que l'on procède ainsi, et peu coûteuse en énergie sur le moment. Sixième symptôme, la tendance à l'auto-aggravation lorsqu'on va mal. D'assez nombreux travaux ont étudié ce penchant irrésistible des personnes à basse estime de soi à partir en vrille lorsqu'elles commencent à avoir le blues et à ne pas faire alors ce qu'elles devraient faire si elles voulaient aller mieux. Ce que je fais lorsque je vais mal? Rien justement, rien de tout ce qui pourrait m'aider. Et je le sais, j'en suis consciente. Au lieu de voir des amis, je m'isole.
Au lieu d'écouter de la musique gaie, je m'assomme d'adagio sinistrissime. Au lieu de sortir marcher et prendre l'air, je reste enfermé chez moi, vautré sur mon canapé, à regarder des séries débiles sur le câble. Je fais comme ça depuis que je suis toute petite. Plus ça va mal, plus je m'enfonce. Pas l'impression d'être maso pourtant dans les autres secteurs de ma vie. Mais c'est bizarre. Comme si au lieu de vouloir m'aider, je voulais d'abord me punir de quelque chose. 7e symptôme, procéder à des choix de vie contraires à nos envies, à nos intérêts, à nos intuitions. Même si ces attitudes ne sont pas heureusement si fréquentes, elles n'en restent pas moins étonnantes. Je me souviens d'une patiente, pourtant vive et intelligente, qui m'avait raconté avoir choisi, en toute connaissance de cause, de se marier avec un homme qu'elle n'aimait pas, et d'en avoir divorcé des années plus tard avec un sentiment de gâchis et d'absurdité. Ce n'était pas du masochisme, je ne me sens pas masochiste, juste un mélange compliqué de peur de finir seul, puisque quelqu'un s'intéressait à moi, ne pas laisser passer la chance, de doute sur mes choix, je me suis laissé choisir pour ne pas prendre la responsabilité de le faire, d'obscure résignation, est-ce que tu mérites mieux au fond? Il y a encore d'autres choses qui m'échappent. Mais à quoi bon passer ma vie à décortiquer tout ça? Pendant des années, un psy que j'allais voir a essayé de me convaincre que c'était du masochisme. Ben non, c'est parce que je ne m'estimais pas, je ne me faisais pas confiance, je ne m'écoutais pas, je ne me connaissais pas, je ne me respectais pas. Depuis que j'ai progressé dans ce domaine, je suis plus attentive à ne plus me maltraiter ainsi. 8e symptôme, la difficulté à demander de l'aide. Paradoxalement, ce sont les personnes à bonne estime de soi qui demandent le plus facilement de l'aide à autrui. Elles ne se sentent pas dévalorisées de devoir le faire. C'est normal de s'aider entre humains, non? Quelques jours avant d'écrire ce passage, une jeune fille qui participe à l'un de nos groupes de thérapie nous racontait comment, pour la première fois de sa vie, elle avait osé demander à ses amis de l'aider dans un passage difficile de sa vie. Son compagnon venait de la quitter. Et comment elle s'était aperçue que, sans effacer la tristesse, cette attitude la limitait, l'empêchait de devenir une obsession et une plaie empoisonnée. Autrefois, je me serais enfermé chez moi en décrochant le téléphone, à la fois par désespoir et par honte. Là, j'ai fait l'inverse. Je ne suis pas resté seul. Je suis allé parler, pas forcément de mon histoire d'ailleurs, à mes amis et mes proches. Et j'ai senti que cela m'aidait à bloquer l'envahissement des idées noires et de l'envie de me démolir et de m'aggraver. 9e symptôme, la dépendance excessive envers les normes et les codes des groupes sociaux à propos de l'apparence de son corps, de la mode, de son vocabulaire, de ses possessions matérielles, des règles implicites de bonne manière. Le syndrome du « mais ça ne se fait pas de ». Déranger les gens à l'heure du repas, demander une réduction à un vendeur, dire non, solliciter de l'aide, dire qu'on ne sait pas. Les codes sociaux varient selon les époques et les cultures. Autrefois, les sujets à estime de soi fragile étaient préoccupés par le fait d'être respectables et convenables. Maintenant, ils se soumettent à d'autres dictatures. Paraître jeune, avoir un corps conforme, mince, bronzé, sans rides. 10e symptôme, faire semblant d'être fort. Non, aucun problème. D'être faible. Je suis tellement stupide, pouvez-vous m'aider? D'être indifférent. Non, je ne suis pas déçu, ni triste, ni malheureux. Avoir recours à divers mensonges sociaux, le plus souvent par omission. Laisser planer un malentendu favorable sur ses diplômes, son métier, son niveau de réussite ou de culture. Le piège des faux selfs et des faux semblants dont on ne peut plus sortir. Une fois que j'ai laissé entendre que j'aimais le chocolat, on va continuer à m'en offrir, et je vais devoir continuer à en manger en faisant semblant d'aimer cela. C'est une vie à côté de soi. On est dans un para-soi, en permanence. Cela est souvent sous-tendu par la recherche de la conformité maximale. En essayant d'être le plus conforme possible par rapport au désir des autres de nous voir forts ou faibles, on s'assure de ne pas être rejeté. On se cache derrière un personnage social que l'on interpose entre soi et les autres. Mais qui nous empêche de vérifier si le vrai serait ou non accepté? Que se passerait-il si j'étais vraiment moi? Le mensonge va parfois jusqu'au bout et jusqu'au pire. Je me souviens de ce collègue médecin que j'avais toujours connu de délicieuse humeur, d'un optimisme inoxydable,
et qui s'est suicidé du premier coup, sans se rater, comme souvent les médecins professionnels jusqu'au bout du désespoir. J'ai parlé à son épouse, qui m'a alors fait le portrait d'un collègue dévoré de peur, de doute et d'angoisse, dont il n'avait jamais parlé à quiconque, ravagé par la certitude de n'être à la hauteur pour rien, épuisé par ses efforts pour donner le change, être compétent, être populaire, jusqu'à son dernier jour. 11e symptôme, la tentation du négativisme, de rabaisser tout le monde, de ne voir que les mauvais côtés, les mesquineries, les choses sombres ou tristes. Parmi les buts plus ou moins conscients de cette stratégie, ne pas être le seul à être minable. Parfois, cette tendance cherche une justification et un habillage dans la lucidité. À moi, on ne me la fait pas. L'intolérance aussi, à tout ce qui remet en cause nos valeurs et nos certitudes, est sensible aux oscillations d'estime de soi. Plus on doute de soi, moins on supporte ceux qui nous font douter, les contradicteurs, les étrangers, ceux qui n'ont pas le même avis ou la même vie que nous. 12e symptôme, des problèmes avec la remise en question. Trop permanente et lancinante chez les personnes à basse estime de soi. Difficile ou impossible chez les personnes à haute estime de soi fragile, qui, face à ce qui pourrait leur apprendre, préfèrent nier leurs responsabilités, détourner le regard ou tourner la page. Dernier symptôme, le caractère excessif des émotions négatives. Honte, colère, inquiétude, tristesse, envie, par leur fréquence, leur intensité, leur durée, leurs répercussions comportementales et relationnelles et les 1000 dégâts au quotidien qu'elles entraînent. Notamment la fréquence des conflits ou des tensions avec son entourage, que ces conflits soient ouverts ou cachés, colère et dispute, ou ressentiment et rancœur, etc. Les problèmes d'estime de soi rendent souvent les personnes compliquées. Avec toi, tout devient compliqué. Tu nous fais des histoires d'un rien. On finit par préférer t'éviter. Jusqu'où peuvent aller les problèmes d'estime de soi? Les troubles de l'estime de soi sont un peu les grands aggravateurs de toutes les formes de difficultés. Ils sont un facteur de risque lorsqu'ils sont associés à des maladies psychiques, dépression, anxiété, phobie, etc., ou à des problèmes d'autocontrôle de la vie quotidienne, arrêter de fumer, suivre un régime, réussir sa scolarité et autres missions difficiles. Ils facilitent les boiteries de l'âme et du bonheur. Ils sont des bloqueurs de développement personnel, conduisant les individus à voir leurs difficultés se répéter sans progresser. Nous allons maintenant nous pencher davantage sur ces estimes de soi précaires.